Alors, je suis partie pour l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver euh, parce que d'abord, je voulais être plus proche de la côte du Pacifique. Ottawa et Terrace ou Prince-Georges ou Prince-Rupert, c'est loin. Donc, je me suis dit, si j'étais tout près, je pourrais y aller plus souvent. Oublie ça. Une fois que tu es dans l'université, là, t'es t'es prise corps et âme. Euh, mais c'était une des raisons principales. Une autre raison, c'était pour élargir mon cercle social. J'avais la famille à Montréal, les collègues au musée, mais un musée, c'est aussi comme une université, c'est un cercle fermé. J'avais besoin d'aller chercher mes auteurs, d'aller chercher des collègues, d'aller chercher des gens à qui parler. Donc, même mon salaire a diminué de moitié, c'était un choc. Mais autrement, oui, il me fallait ça. Mais j'ignorais à ce moment-là que les universités sont aussi fermées que sinon plus que les musées. Et ça n'a pas été facile de s'adapter à un système universitaire qui commençait déjà à flirter avec le corporatisme, ces valeurs-là. Euh, mais j'ai rencontré David Aberley. Ça, c'était une belle rencontre. Euh, et j'ai pu continuer à travailler un petit peu avec les guides Kesaren. J'ai pu travailler aussi un peu avec les Attapas. Quand je suis retournée en Alaska, donc là, chaque fois, ça a été monumental comme impact. Euh, Ce qui s'est passé à Vancouver, le plus important, c'est que j'ai rencontré mon mari et puis j'ai eu mes enfants, les uns après les autres. Euh, et là, ça te change ton existence complètement. Sur le plan professionnel, c'est pas brillant parce que chaque nouvelle personne dans ta vie, ça coupe ton temps de, de travail professionnel par au moins 50%. Alors, tu apprends à travailler très vite. Et puis, le fait, le fait d'être adulte à cause du fait que tu as des enfants et un mari, ça change aussi ta relation avec tes informateurs, avec les gens avec lesquels tu travailles, avec tes collaborateurs sur le terrain. Parce que là, tu fais maintenant partie du cercle des, OK? Donc, on va avoir une version différente des choses, on va avoir accès à des conversations différentes. Euh, et ça c'est passionnant. On a, J'avais aussi accès à des organisations professionnelles euh, allant vers Seattle, Portland. Donc, les Américains n'étaient pas loin. Et j'avais pas mal de contacts avec les États-Unis à ce moment-là, donc il y avait une ouverture de ce côté-là. Mais sur le plan du travail universitaire, ça se refermait assez rapidement. Par exemple, la première chose qu'on m'a dite au moment où j'ai accédé aux études supérieures, les thèses, etc., c'est n'envoyez pas vos étudiants sur le terrain. Ben oui, ben non, non, il faut qu'ils fassent des thèses en bibliothèque, parce que vous comprenez, c'est dangereux de les envoyer sur le terrain. L'université ne veut pas s'engager dans des aventures risquées sur le plan juridique ou légal. Donc c'était uniquement une question d'assurance et de. Alors là, c'était moins drôle. Et puis, il y avait à cette époque-là, en Colombie-Britannique, une ingérence de la politique provinciale dans les affaires universitaires qui était sévère. Le gouvernement provincial avait demandé à l'Université de Colombie-Britannique, si ma mémoire est correcte,
de ne pas permettre au département d'anthropologie de devenir un département, mais qu'il fallait le laisser comme un programme à l'intérieur de la sociologie. Sinon, le gouvernement provincial cesserait de subventionner l'université. On n'aimait pas les anthropologues à Victoria, pas du tout. Parce que les anthropologues sont amis avec les Amérindiens. Donc oui, c'était ma première perception de la complexité des relations de l'université avec son milieu. Et il y avait aussi le fait que les femmes à l'université de commerce en ce temps-là gagnaient moins que les hommes, mais de façon marquée. Et j'ai été la première femme en sociologie et anthropologie, sinon dans la faculté des arts, à être enceinte et à continuer à enseigner, à avoir des enfants et continuer à enseigner, à avoir des enfants sans être mariée, parce qu'on s'est mariés après la naissance de la deuxième. Ouais. Madame Guédon, que vont dire vos étudiants en vous voyant enceinte? Ben, j'enseigne l'anthropologie, monsieur le doyen. C'est normal. Madame Guédon, que vont dire vos étudiants? Il paraît que vous nourrissez votre fille dans la classe. Ben, c'est évident. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Mais j'étais la première au département, mais après moi, là, il y en a 2 ou 3 qui sont décidés puis qui ont fait la même chose. Mais avant moi, quand on se mariait, et à plus forte raison quand on était enceinte, on quittait l'enseignement. Ouais. Donc, et puis sur le plan du salaire, ça se répercute sur le salaire parce qu'avec un salaire de professeur assistant professeur, j'avais de quoi me payer un logement en sous-sol. Et quand mon mari est tombé malade, on ne gagnait plus assez. Avec 3 enfants, et... Alors qu'à Ottawa, je me suis retrouvée dans un département multidisciplinaire. Alors, 1 ou 2 anthropologues, 1 ou 2 historiens, 1 ou 2 psychologues. C'était extraordinaire parce que tu as retrouvé ta liberté. Aussi, à Vancouver, la mainmise de l'administration sur les projets de recherche, sur le financement, se faisait de plus en plus claire. Et donc, j'étais guillonnée de plus en plus fermement vers les droits territoriaux, les questions légales, l'histoire politique et juridique des Amérindiens. Et puis ça ne m'intéressait pas. Ça n'était pas vraiment ce n'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Moi, je voulais savoir qui étaient les gens en présence. Mais oui, c'était pas évident. Donc ça a été dur pour maintenir une ligne. Par contre, c'est là que j'ai commencé à écrire la deuxième partie de ma thèse sur le chamanisme. Et alors là c'était le travail total. Le problème quand j'écris, c'est que je vais écrire 10 heures par jour. Tu ne peux pas faire ça avec 3 enfants, puis un mari, puis des étudiants qui appellent à toutes les heures du jour et de la nuit. C'est dur d'écrire. Il faut que tu sois... Mais... oui, je me suis retrouvée avec une famille parce que mon mari est arrivé avec son fils, qui avait 15 ans. On s'entendait très bien, on s'entend encore très bien. C'est un garçon extraordinaire, qui est maintenant directeur de son département. Mais Sven,
heureusement que Sven était là pour aider de temps en temps parce que... Et puis, Yann est tombé malade, mais comme il ne pouvait pas travailler, il pouvait emmener les enfants, il pouvait garder les enfants pendant que je travaillais. Et alors, on partait ensemble à l'université, j'allais dans ma classe, et Yann partait avec les 3 filles dans le bois qui entoure l'université de Vancouver. Et au bout de quelques semaines, il partait dans le bois, non seulement avec les miens, mais avec les enfants d'autres personnes. Et finalement, on a découvert l'école à la maison et ce qu'on appelait les forest walks, les marches dans la forêt. Ça attirait une douzaine d'enfants de tous âges, quelquefois avec les adultes qui accompagnaient. Et comme Yann était biologiste, les enfants prenaient les arbres, les escargots, les sauterelles, tout ça, et pouvaient jouer dans la boue, qu'il pleuve, qu'il vente, c'est pas de différence. Donc c'était génial. On a fait des expériences assez spectaculaires avec des enfants malades qui sortaient d'un hôpital ou qui avaient des problèmes psychologiques. Mais une fois dans le bois, ça redevenait normal, Je me souviens d'une petite fille qui sortait d'un hôpital après des leucémies, cancer, etc. Et qui avait perdu toute possibilité de lire, d'écrire, etc. Elle avait 7 ans, 8 ans, elle avait 1 ou 2 ans d'âge mental. Au bout de 3 semaines dans le bois, elle a commencé à lire. Je veux dire, des cas vraiment spectaculaires. Alors on a découvert les communautés d'enfants qui ne vont pas à l'école. Et puis, c'est ça. Après ça, c'était parti. On savait quoi faire, on savait comment le faire. Et j'ai emmené mes enfants voir... j'ai emmené mes enfants sur le terrain. J'ai emmené mon mari sur le terrain. Donc, là, les expériences deviennent plus complexes. Et puis, les liens avec les guides Kessan, c'est confirmé à ce moment-là, parce que Kessan, le centre de Kessan, s'est développé. Ils ont organisé des tournées, et quand je pouvais, j'allais les rejoindre. Donc, je n'avais pas le droit de publier les chants traditionnels, mais j'avais le droit de les apprendre et de les chanter avec eux quand on était en tournée. Je n'avais pas le droit de parler des danses, mais je pouvais apprendre et puis de danser avec eux. Non pas le dernier, mais la plus récente expression de ça, c'est quand on a emmené un groupe de guides Kessan, chanteurs, danseurs, artistes, en Chine, à Chengdu, capitale du Sichuan. Et après le premier événement qui était une rencontre internationale sur le folklore, on a emmené nos 18 guides Kessan, 24, dans les montagnes de Sichuan jusqu'à Lugu Lake, chez les Mosuo. Les Mosuo matrilinéaires, décrits comme des primitifs du plus bas degré. Et puis les guides Kessan, pour qui la matrilinéarité est en train de s'effacer à cause de la façon dont ça a été traité par les affaires indiennes et puis par les missionnaires. Ça. Et ces deux groupes-là se sont rencontrés. Et ça a été l'explosion totale. Tu sais, la découverte. Pour les Mosuo, c'était le fait qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait une autre société matrilinéaire qui était très évidemment vivante, actuelle, moderne, mais matrilinéaire.
Et puis pour les Gitkesan, ça a été la découverte d'un peuple qui devait se battre pour garder sa matrilinéarité. Et pour les Gitkesan, c'est de réaliser que d'être matrilinéaire, c'est important. Tu sais, que ça correspondait à quelque chose. On a parlé chamanisme ensemble, ils ont bu ensemble, ils ont dansé ensemble, ils ont mangé ensemble pendant une semaine. Ça a été extraordinaire. Puis toi, tu es là, tu regardes. Tu vois, tu as deux peuples qui sont en train de s'évanouir, mais qui en face l'un de l'autre retrouvent une raison d'être. Et quand on était à Chengdu, déjà, c'était assez spécial parce que on a présenté des danses, des mythes, des rituels, même Gitkesan, mais c'était en spectacle. Et quand tu défiles, quand on a défilé avec des dizaines de milliers de spectateurs de chaque côté, ok, et que tu as tout le poids de cette foule qui te regarde et qui essaye de comprendre, parce que pour eux, tu es un objet absolument étrange. Et on avait présenté les Narnok. Ce sont des danses masquées qui sont... c'est pas des danses, c'est danser, mais en même temps, ce sont des représentations de puissance, souvent animales, quelquefois des visions, okay? Et tu les danses. Et dans l'allée centrale, là, on a marché pendant 2 kilomètres en chantant, et on avait le masque, le corbeau. On avait le corbeau, on avait la femme, c'est la vieille femme, mais c'est une vieille femme qui est amoureuse de tout le monde. Il y avait un oiseau, une caille, et il y avait un ours. Et c'est la première fois où j'ai vu des jeunes, les nouveaux danseurs, parce que c'était des jeunes. À Heselton, je l'ai vu danser par des aînés. Et alors là, c'est extraordinaire. Mais c'est la première fois où ces jeunes-là ont compris qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire avec leur masque. Ils sont rentrés en transe, tous les 4. Et il a fallu les ramener. Quand on est arrivé à l'autobus, là, de 1 kilomètre plus loin, il a fallu les ramener. Et tu vois un corbeau Tsimshian, avec le beau masque, tu sais, clac, 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 qui va faire la nique aux soldats postés le long de l'avenue. À la police, clac, 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 clac. Et la foule chinoise qui sort de rire, parce qu'eux ne peuvent pas faire ça, mais le corbeau, lui, peut. Et la vieille femme qui va embrasser le vieux chinois qui est à côté de sa femme, et puis qui embrasse sa femme aussi. Et pour eux, ça se transforme, ça devient un rituel de guérison. Et ils ont été embrassés par les... C'est des scènes que tu n'oublies pas. Mais quand tu vois la rencontre entre les Mosso et les Tsimshian, là, ouais. Avec des gens qui disent non, on va apprendre notre langue, on va faire ci, on va faire ça, on va... 10 ans plus tard, les Mosso se sont fait ratisser littéralement sous les bulldozers. Mais il y a eu cette rencontre-là, et puis cette étincelle allumée. Et à la prochaine conférence Casca à CIUS, on va avoir des Mosso, je pense, présents pour parler d'eux-mêmes et de ce qui leur est arrivé. Et ils vont retrouver les Gitkesan qui viennent aussi. La rencontre entre les Gitkesan et les Mosso a été orchestrée par la même personne qui avait déjà contribué à mes expériences précédentes en Chine. Li Chang avait été mon étudiant au doctorat à l'université d'Ottawa et il s'était promis de m'emmener en Chine. La Chine ne m'intéressait pas tellement à cette époque-là, mais c'était un peu le cadeau qu'il voulait faire à son maître.
Donc, je l'avais suivi là. On avait d'abord fait une première conférence internationale conjointement avec l'université du Yunnan à Kunming, avec 14 Canadiens et une centaine de délégués chinois. Mais on avait tenu cette conférence-là à condition, on avait accepté de l'organiser, à condition qu'il y ait des délégués des ethnies minoritaires présents. Donc ça avait été assez spectaculaire, en ce sens qu'on a découvert là que la plupart des ethnologues chinois étaient membres des ethnies minoritaires. Donc, ça a été assez chargé et on continue à se voir, on continue à collaborer, on continue à se rencontrer. Alors que ces gens-là continuent à monter dans l'échelle politique chinoise, simplement parce qu'en Chine, un universitaire est de facto un membre de la classe politique. Et plus on grimpe dans l'échelle académique, dans l'échelle universitaire, plus on monte dans les responsabilités politiques. Ce qui n'est pas de tout repos, parce que ni l'un ni l'autre de ces systèmes ne sont stables à long terme. C'est toujours un peu scabreux. À cause des alliances, à cause du système. Mais le système des grands mandarins est encore en place, c'est évident. Alors, Li Qiang m'avait piloté à travers les méandres de ces systèmes. Et après l'expérience au Yunnan, on a eu des contacts avec plusieurs autres groupes et universités. J'ai été au Guangxi, voir ce qui se passait avec les musées et les centres culturels. On pourrait en dire non, mais le Guangxi était les responsables des développements culturels étaient quand même assez ouverts et ça s'est très bien passé. Et au fur et à mesure que j'apprenais à trouver mon chemin dans ces systèmes-là, dans la hiérarchie chinoise, dans l'étiquette chinoise, on pouvait faire plus de choses. Et on s'était retrouvés à Chengdu, donc en 2012. Et on y est retourné en 2016, donc, cette fois avec une vingtaine de délégués, dont une demi-douzaine venant du Congo, du Ghana, de l'Alaska, de la France, de l'Espagne. Enfin, on a réussi à importer une délégation internationale de façon à faire une vraie conférence internationale à un public universitaire et non universitaire chinois. Le but de l'affaire étant de publiciser, de donner une place sur la scène internationale au Mosuo. Parce que j'avais promis au Mosuo que j'essaierais de faire quelque chose. Et en tant qu'universitaire, on ne peut pas faire grand-chose. Franchement, écrire des lettres, ça ne sert pas à grand-chose. Mais présenter une universitaire Mosuo à Ottawa, ça lui donne un rang, une stature sur le plan national en Chine qui lui permettent de parler de façon un peu plus entendue. Et ça, là encore, ça s'est très bien passé. Martin Kaloulambi est mon collègue congolais, il est aussi canadien, et beaucoup d'étudiants à l'université des ethnies minoritaires de Chengdu n'avaient jamais vu de noirs. Donc ils se faisaient photographier dans la rue et dans les couloirs. Mais
on a réussi à rassembler des témoignages sur des sociétés matrilinéaires un peu partout dans le monde, ce qui a contribué à sortir immédiatement les Mossos de leur position de primitifs en bas de l'échelle évolutive, de fossiles culturels. Ouais. Quand les Chinois ont été confrontés à des gens comme Wilhelmina Donko, qui est professeure et présidente d'université au Ghana, à Kumasi. On leur a présenté Judith Ramos, qui est pas chef, mais elle est historienne de son clan chez les Tlingit, les Yakutat, en Alaska. On leur a présenté... on a eu beaucoup de fun. Et tout ça pour montrer que non, les Mossos ne sont pas monstrueux. Ils ne sont pas sacrilèges. Parce qu'en Chine, le patriarcat, c'est encore vivant. Donc, là encore, pour l'Université d'Ottawa, ce n'est pas de la recherche. Mais pour moi, c'est parce que c'est publié en Chine. Ça, c'est connu. On ne peut rien présenter en termes de PowerPoint, en termes de photographie, en termes de texte, sans que ce soit immédiatement copié. Alors on vous dit, oui, mais Madame Guédon, vous n'en retirez aucun profit. Mais j'ai dit, non, mais je n'ai pas besoin de profit, j'ai besoin d'être lu. Alors, c'est extrêmement valorisant sur le plan personnel et professionnel. Puis c'est grand la Chine, puis c'est grand l'Himalaya. Il y a une chose que je voulais te montrer. Tu vois le tableau, vous pouvez le prendre tout à l'heure. Oui. Sur le canot. Oui. Ça, c'est un tableau, c'est une image qui est peinte sur du papier journal, que j'ai acheté à un peintre ambulant dans une communauté Zhuang au Guangxi. Pour moi, c'est de l'art. Il en avait une pièce pleine. Comme je te disais, c'est du papier journal. J'avais pas un sou, mais j'en aurais pu acheter une vingtaine pour quelques dollars. Mais ce gars-là, il peint. Pour plaire aux touristes, il va peindre, il va copier des Van Gogh, où il va faire des bouquets de fleurs, il va faire des tigres à la chinoise, alors qu'il peut faire des choses comme ça. Ça, c'est une représentation de son village. Tu as la rivière, tu as le pont, qui est tout à fait du style local. Tu as les grandes tours, les femmes qui se peignent. C'est un document, on pourrait dire ethnographique, mais c'est aussi de l'art. OK? Ouais. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Okay. On ne va pas voir ça dans les livres, on ne va pas voir ça dans les magazines, personne ne sait, en dehors de ses voisins, personne ne sait ce qui se passe. Pourtant, ça fait partie de son système culturel, il n'est pas le seul. Je crois qu'ils sont à peu près une vingtaine. C'est fou. Puis le monde est plein de gens comme ça. Alors, c'est ça, au détour d'une route, au détour d'un chemin, tu rencontres des gens qui, pour une raison ou une autre, sont conscients de leur monde et qui en rendent compte.